Bonjour et bienvenue dans Aux Avant-Postes, l'émission qui cherche un sens au chaos du monde. Nous sommes aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, dont le thème cette année est naviguer dans un monde sans repères. Et nous allons parler de l'Afrique, du rôle de l'Afrique, de son potentiel économique dans cette mondialisation de plus en plus belliqueuse. Pour en parler, je reçois Ludovic Ngaste, qui est ministre du Plan de la République du Congo. À ses côtés, Leslie Ossété, vous êtes co-directrice de M Studio, qui accompagne notamment les startups en Afrique plutôt francophone. Et Stanislas Tomavo, vous êtes président du conseil d'administration de l'Agence béninoise de la recherche et de l'innovation. Monsieur le ministre, est-ce que depuis 2-3 ans, avec ce monde qui se fragmente, cette mondialisation qui est de plus en plus difficile, est-ce que l'Afrique a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre devant elle? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Donc, je suis Ludovic Ngaste, ministre de l'économie, du plan, de la statistique et de la prospective de la République du Congo. La question que vous posez est centrale, puisque en réalité, l'Afrique aujourd'hui se trouve confrontée à une actualité qui est trouble. Mais l'Afrique dispose de beaucoup d'atouts. D'abord, une population jeune, 1,5 milliard d'habitants, dont 60% sont des jeunes, 2,5 milliards dans 25 ans, donc en 2050, ce qui fera à peu près 26% de la population mondiale, ce qui n'est pas rien. Donc un sous-sol riche en minerais, mais aussi en ressources énergétiques. À titre d'exemple, hein, nous avons 25% de la biodiversité du monde. Hein. Nous avons 20% des terres du monde, mais 65% des terres arables, oui. ce qui n'est pas rien. En minerais, je ferai la litanie, par exemple, 80% de platine, des réserves de platine au monde, 50% pour le cobalt, 40% pour le manganèse. Bref, l'Afrique est dotée d'un grand potentiel qui en fait un acteur majeur pour l'avenir. Maintenant, il faut que l'Afrique saisisse la balle au bon pour réellement jouer ce rôle, ce que nous allons débattre tout à l'heure. Stanislas Tomavo, vous partagez cette analyse. D'abord et avant tout, les richesses de l'Afrique, c'est son sous-sol. Oui, je partage tout à fait cette analyse de monsieur le ministre. Mais au-delà de la richesse du sous-sol, tous les pays en Afrique n'ont pas exactement la même distribution. Pas la même distribution, le même niveau de richesse dans son sous-sol. Mais d'autres pays ont d'autres richesses. Il y a des parties de l'Afrique où la richesse, c'est l'agriculture. Oui. Voilà. Oui. Et je parlerai de ce que je connais le mieux, le Bénin. C'est le premier producteur, certaines années, ou le second producteur du coton sur le plan africain. Grand exportateur aussi. Voilà. Et donc, le paradigme que le Bénin a décidé de changer résolument, c'est d'importer moins et de transformer sur place. Garder la valeur ajoutée sur place. Donc, la transformation sur place. La transformation locale de nos ressources naturelles, agricoles, nos matières premières sur place. En d'autres termes, le Bénin, c'est un grand laboratoire à ciel ouvert où il y a beaucoup d'innovations. Et ces innovations passent par la transformation locale de nos ressources. Leslie Ossété, alors l'innovation, c'est le cœur de votre moteur, hein, puisque je disais qu'M Studio accompagne les startups francophones en Afrique. Donc pour vous, la richesse, c'est d'abord de la richesse humaine. Oui, exactement. Donc je pense que les mines, l'énergie, les ressources naturelles, c'est une manière de voir la richesse de l'Afrique, mais la plus grande, ce sont les hommes et ce sont leur intelligence. En 2050, une personne sur 4 dans le monde sera en Afrique. Et c'est cette jeunesse qui a besoin justement d'outils, de services pour pouvoir vivre au quotidien, pour pouvoir accéder à un meilleur quotidien. Et il faut les accompagner. Et l'innovation, l'intelligence artificielle est une opportunité pour l'Afrique, est une chance pour l'Afrique pour sauter le pas, pour rattraper notre retard, que ce soit dans les domaines de l'éducation, de la santé ou bien d'autres. Monsieur le ministre Ngaste, vous avez vu ces derniers mois le monde très agité avec les guerres au Moyen-Orient. Vous avez vu cette configuration d'affrontement géoéconomique entre Washington et Pékin.
Du coup, pour vous, c'est une opportunité ou pas? Pour l'Afrique, c'est une très grande opportunité parce que l'Afrique détient la clé du monde de demain, à savoir les matières premières dont on a besoin pour construire l'intelligence artificielle, les hommes dont on aura besoin pour bâtir des économies dynamiques. Et donc, il faut qu'aujourd'hui, ce mouvement commence réellement. Mais on ne le voit pas assez. L'Afrique est déjà au-dessus du monde, c'est-à-dire que du monde moyen. Le taux de croissance de l'Afrique depuis 3 ans est supérieur au taux de croissance du monde. Et l'Afrique aligne près de 9 pays sur 20 dans les économies à forte croissance au monde. Ce qui veut dire que l'Afrique est déjà en train de partir. Mais pour amplifier ce mouvement, il nous faut probablement plus de transformation locale de nos matières premières, ce sur quoi nous sommes en train de travailler chacun de nos pays. Vous avez écouté ce qui se passe au Bénin avec tous les plans qu'ils ont développés depuis 10 ans. Mais c'est la même chose en Côte d'Ivoire, c'est la même chose un peu partout. Ça sera la même chose dans mon pays où nous avons accueilli il y a 2 mois les assemblées annuelles de la BAD qui ont été un grand moment pour réfléchir sur le financement du développement en Afrique. Et il passe d'abord par cette transformation des matières premières localement pour y loger la plus grosse partie de la valeur ajoutée et donc disposer des ressources nécessaires pour financer le développement. D'un point de vue géopolitique, est-ce qu'il est question, vous allez nous le dire, d'un alignement soit du côté de Washington, soit du côté de Pékin, ou pas d'alignement? Non, l'Afrique n'a rien à voir avec ces alignements. Nous voulons travailler avec ceux qui sont disponibles, qui nous comprennent. Voilà. Et donc, si c'est les Américains qui seront là pour travailler avec nous, pour transformer nos matières premières sur place, on sera avec eux. Si c'est les Chinois, ça sera la même chose. Si c'est les Européens, vraiment, ce sont nos partenaires historiques. Donc, on n'est pas alignés sur ces politiques. Nous, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est comment trouver les moyens pour transformer l'Afrique. D'abord, ces richesses de ressources naturelles, mais aussi réaliser les transformations économiques nécessaires, notamment la transformation structurelle de nos économies, qui sont largement dépendantes de l'aide extérieure et surtout des importations de produits qu'on pourrait produire sur place. Voilà le défi de l'Afrique. L'Afrique n'est pas alignée sur ces questions dont vous abordez. Bien sûr qu'on voit tout ça avec un œil très, très intéressé, parce qu'on sait que c'est ça la donne aujourd'hui, mais on n'est pas du tout aligné sur ça. Stanislas Thomas, vous vouliez réagir? Oui, moi, je trouve que je peux compléter ce que M. le ministre vient de brillamment développer. Je donnerai quelques indicateurs. Et comme il a si bien dit, près de 22 pays africains ont un taux de croissance économique qui est autour de 5%. Ah, ça nous ferait rêver. C'est un rêve. Et je donnerai l'exemple du Bénin qui, depuis 2-3 ans, a un taux de croissance autour de 7%. 7,2 l'année dernière. Et il est prévu 7,5%. Ouais. C'est un rêve, hein? Avec un taux d'endettement qui n'est pas très élevé, contrairement à ce qu'on attend par ici, qui dépasse les 100%. Et donc, l'Afrique a beaucoup de potentiel et sa jeunesse est aussi un vrai potentiel. Et cette jeunesse est avide du savoir. Et donc, nous nous employons à mettre en place des réformes structurelles, institutionnelles, qui vont accompagner le développement et dans la durée. Moi, je compare le monde un peu comme une montre, hein, et particulièrement une montre suisse qui est à l'heure, avec le clic-clac qui tourne, et que l'Europe a eu son temps, l'Amérique a eu son temps, l'Asie a son temps, et l'Afrique est en train d'avoir son temps. Et donc, il faudra compter vraiment sur l'Afrique qui se développe, qui crée et qui innove et qui a un développement que je qualifierais de vertigineux. Leslie Osieté, vous êtes jeune, hein? Est-ce qu'on réfléchit également comme ça? Est-ce que la jeunesse africaine, du moins celle que vous côtoyez à travers M Studio, réfléchit aussi comme ça? Oui, absolument, mais c'est une jeunesse qui est justement sur 2 rives, en local, mais aussi dans la diaspora. C'est vrai qu'on en parle très peu, mais la diaspora africaine, elle est prête à contribuer au développement du continent, beaucoup plus qu'avant. Et il faut trouver les mécanismes pour l'aider à pouvoir rapatrier son expertise et ses compétences. Aujourd'hui, on le sait, la diaspora, ça représente des flux financiers énormissimes vers l'Afrique, beaucoup plus même que les flux d'investissement des bailleurs de fonds. La question, c'est comment est-ce qu'on le structure de manière scalable à l'échelle continentale. Et je pense que c'est une jeunesse qui a aussi besoin d'être formée. Si on va devoir faire de la transformation numérique, produire nous-mêmes, ne pas importer des produits
produits bruts, mais des produits semi-finis. Par exemple, quand on parle des semi-conducteurs, ou plutôt entraîner nos propres données avec des LLM pour pouvoir bénéficier de tous les avantages que l'IA offre à l'Afrique, il faut qu'on ait les compétences pour, et c'est maintenant que ça se joue. Monsieur le ministre Ludovic Ngasté, bon, vous avez vu aussi que la conjoncture financière n'est pas extraordinaire, que les taux risquent de monter, qu'il y a un certain endettement au nord comme au sud. Est-ce que c'est difficile de prévoir un plan pour les prochaines années quand on a ces conditions financières difficiles qui se resserrent? Effectivement, les conditions financières sont difficiles, mais je pense que la priorité aujourd'hui, c'est d'abord la transformation des économies, les réformes structurelles dont parle mon collègue du Bénin. En effet, l'Afrique a tout ce potentiel qui est devant lui. Quand vous voyez le taux d'imposition moyen en Afrique, il est en dessous de 13%. Dans les bons pays africains, il est le double. Donc, si on pouvait faire ces réformes structurelles, notamment une meilleure mobilisation des ressources intérieures, des réformes budgétaires qui limitent les déficits et la dette, des réformes de systèmes de mobilisation de l'épargne, notamment des réformes financières qui permettent de driver l'épargne vers le financement de l'économie. Bref, toutes ces réformes structurelles nécessaires, on dépendrait moins de cette conjoncture. Donc, il y a d'abord ces réformes structurelles que doit faire l'Afrique. Et après, nous allons nous adresser au monde pour obtenir le complément. Dans les assemblées annuelles de la BAD, il a été constaté que l'Afrique a besoin en moyenne... La BAD, c'est la Banque africaine de développement. Oui, voilà. La Banque africaine de développement a montré que l'Afrique a besoin en moyenne de 1 430 milliards de dollars pour financer son développement chaque année. Mais l'Afrique a une épargne oisive de 4 000 milliards de dollars. Et aujourd'hui, il nous manque chaque année entre 110 et 130 milliards pour financer les investissements. Donc vous voyez que les réformes que nous pourrions mettre en œuvre nous permettront probablement d'avoir cet argent, en tout cas au moins en partie en Afrique. C'est pour ça que les réformes sont indispensables et pour essayer de profiter du potentiel énergétique qui est colossal. Mon pays, le Congo, peut produire 20 gigawatts. La consommation maximale nécessaire aujourd'hui, c'est 2 gigawatts. Ouais. Et peut-être qu'en 5 ans, 10 ans, on peut produire 5 électrons. Bref, dans tous les pays africains, il y a ces potentiels. Mais ça passe par des réformes audacieuses et en fait, une transformation de la structure des économies, la mise en place d'une infrastructure de financement nouvelle, ce qu'on appelle la nouvelle architecture financière africaine. Voilà. Stanislas Tomavo, comment on fait concrètement pour donc la force du Bénin, c'est son coton, en particulier l'exportation. Comment on fait pour diminuer l'exportation, faire en sorte qu'on n'exporte que de la valeur ajoutée, donc des produits transformés? Vous savez, l'Afrique compte prendre sa part du marché, en fait, en réalité mondiale. Et ça passe par quoi? Comme je l'ai bien dit au début, par la transformation locale de nos ressources. Dans le passé, nos matières premières, nos ressources sont exportées. Les prix sont d'ailleurs fixés à l'étranger. Les produits sont transformés. On nous les retourne, nous les achetons plus cher. Une fois que nous avons décidé d'exporter moins ou de ne plus exporter du tout et de les fabriquer et de les transformer sur place, nous allons pouvoir exporter les produits finis et gagner des parts de marché. Et vous avez les moyens pour ça? Vous avez les moyens? Vous avez mis les moyens? Je vais vous donner un exemple concret. Le Bénin a décidé de créer une zone industrielle qu'on appelle le Glojigbe Industrial Zone. Vous voyez, on prend même un anglicisme que nous appelons la zone industrielle de Glojigbe. Et il a été décidé par l'État de créer un partenariat public-privé, de mobiliser des fonds et de prendre 10 000 hectares à 40 km de la capitale Cotonou. Vous allez sur Google, vous allez pouvoir voir cette zone et toutes les informations là-dessus. 36 usines ont été construites. Parmi ces usines, vous avez la transformation du coton, au point où vous voyez déjà ici en France des t-shirts, des sweatshirts qui sont faits made in Bénin, qui sont vendus à Kiabi, qui sont vendus à H&M. Et tout dernièrement, le Bénin a gagné même l'appel d'offres pour habiller
les équipes qui jouent à la Coupe du Monde. Ouais. Et vous voyez, nos militaires, nos policiers sont habillés par des métrilles que nous confectionnons dans le pays. Mais quand on parle du coton, c'est pareil pour la noix de cajou, Ouais. c'est pareil pour l'ananas, c'est pareil pour le soja. 10 000 emplois créés en 3 ans et près d'1 milliard de dollars ou d'euros récoltés en quelques années. Sans compter les emplois indirects. La transformation de toute la localité qu'il y a autour avec le génie qu'on connaît des Africains dans l'informel. Ouais. Et donc, si on met tout ça ensemble, ça permet à nos pays de pouvoir prendre leur part du marché mondial en transformant nos richesses naturelles sur place et puis les exporter. Leslie Ossété, vous êtes une entrepreneuse, très clairement. Vous avez 2 responsables administratifs et politiques. De quoi la jeunesse africaine, en termes numériques, a-t-elle besoin pour croître, justement? Alors, la jeunesse, en termes de numérique, a besoin d'être accompagnée déjà financièrement. L'Afrique représente très peu de l'investissement en capital risque à l'échelle mondiale. L'Afrique francophone, encore moins, on est à moins de 1%. Et pour attirer ce capital, on ne doit pas toujours regarder vers les fonds étrangers. Il faut qu'on regarde également à nos fonds souverains. Vous parlez de l'épargne tout à l'heure. Également aux business angels locaux, ces familles africaines qui ont bien tendance à investir dans l'immobilier, mais qui devraient regarder à la tech. La tech, pourquoi? Parce qu'on est le continent à la plus forte croissance démographique et les licornes de demain, elles seront en Afrique. Imaginons une IA qui sert plus de 200 millions d'habitants en RDC. C'est un marché qui est énormissime. Il faut investir dès maintenant pour construire cette technologie du numérique de demain. Donc, vous appelez les Africains à investir en Afrique. Absolument, oui. Et il y a les moyens. Il y a les moyens. Monsieur le ministre, vous voyez ce monde-là, hein, tout le monde parle de souveraineté en Europe, aux États-Unis, en Chine, de sécurité économique, de nationalisme, de protectionnisme. Est-ce que l'Afrique devra aller aussi vers ce chemin du protectionnisme et de la sécurité économique? Protectionnisme, je dirais non, parce que l'Afrique a besoin de beaucoup d'échanges, mais probablement voir son propre intérêt d'abord avant de penser aux autres. Et donc, dans les échanges, comme et cela a été dit ici, c'est voir comment est-ce que le potentiel qui existe, aussi bien dans le domaine du numérique, dans les domaines de la transformation des matières premières, dans le domaine de la valorisation de nos énergies pour qu'on soit exportateur, dans les domaines de la mobilisation des ressources financières qui existent. Madame a parlé des business angels, de tous ces fonds qui peuvent financer l'Afrique elle-même avant que ça devienne juste des fonds oisifs qui dorment dans les banques. Comment est-ce qu'on peut réinventer cette Afrique intelligente qui permet l'émergence de l'Afrique et de financer la croissance? C'est vraiment ça. Est-ce que ça passe par la renégociation des conditions commerciales avec les multinationales, notamment celles qui viennent pomper le sous-sol africain sur de nouvelles bases? Est-ce que vous allez dans cette direction? Probablement oui, parce que ça fait partie des solutions de l'équation. Mais je dirais que ce n'est pas ce qui est le plus important. Parce que ce qui est le plus important, c'est ce que nous faisons déjà de ce qui est possible de faire aujourd'hui. Bien entendu, il y a beaucoup de contrats qui ont été signés sur des bases anciennes et qui sont défavorables à l'Afrique, mais que nous devons renégocier progressivement, parce que vous savez que si on va de manière brutale, il y aura beaucoup de casse inutiles, alors qu'il y a d'autres opportunités. Je vous ai parlé, par exemple, de la mobilisation de l'épargne. Ça ne dépend pas des multinationales. Oui, mais il y a beaucoup de clients qui veulent votre sous-sol. Donc, oui, mais ceux qui viennent aujourd'hui, ils doivent négocier par rapport aux critères que nous mettons aujourd'hui, qui sont plus favorables à l'Afrique. C'est vraiment ça c'est sur quoi il faut jouer. Les anciens partenariats, on doit les renégocier, mais dans le respect du temps et des conflits. Je suis dans un pays où on a subi, on a travaillé sur ce dont vous dites, renégocier les anciens contrats miniers et autres quand les gens n'étaient pas capables de financer. Et on y est parvenu. On a été même porté en justice, on a gagné. Donc, vraiment, mais il faut être très, très prudent là-dessus, mais plutôt travailler sur le potentiel que je vous ai dit, qui est très, très important. Est-ce que vous renégociez également les conditions fiscales? Parce que vous savez très bien qu'avec les prix de transfert d'une multinationale à une autre ou au sein même il y a de la fiscalité qui échappe à l'Afrique à travers ces multinationales. Toutes les administrations fiscales africaines font partie de la coopération avec l'OCDE pour connaître ce qui se passe réellement. Il s'agit au niveau de chaque pays de travailler pour que les réglementations qui existent, qui permettent de prévenir l'évasion fiscale,
soient appliquées. Mais ça, c'est vraiment doter les administrations de ressources humaines capables de travailler dans le monde d'aujourd'hui. Et vous en avez besoin? On en a besoin, oui. De Et là, formation. on a besoin de coopération, de travail avec nos partenaires, quels qu'ils soient, japonais et autres. Mais il ne s'agit pas ici de penser qu'on peut en 2 matins faire une révolution sans pour autant nous organiser nous-mêmes à être capables d'appliquer déjà le peu de règles qui existent, qui nous permettraient d'atteindre des niveaux de recouvrement substantiels. Probablement même doubler les taux d'imposition réels. Parce que le défi, le défi, c'est pas tant ces multinationales, mais c'est aussi tout le secteur informel qui passe à la trappe, alors que l'essentiel de l'économie africaine est une économie plutôt encore informelle. Oui. Voilà. Stanislas Thomasso, vous voulez réagir? Oui, comme je vois que le temps file, je voudrais parler de 2 considérations pour lesquelles je suis aussi là, en tant que président du conseil d'administration de l'Abri. Et pour abonder dans le sens de la collègue, la qualité du capital humain est très important. Les jeunes que nous avons dans nos pays, nous devons mieux les former, bien plus que nous le faisions, et en comptant sur nos propres moyens. Et surtout, ne pas les envoyer ailleurs. Vous voulez les former sur place. C'est-à-dire que nous voulons qu'ils aillent beaucoup moins ailleurs, qu'ils restent principalement chez nous. Et l'un des leviers pour pouvoir éviter cela, c'est de les former sur place. Parce que nous avons été formés à l'étranger, nous sommes restés. Et donc, la coopération que nous mettons en place maintenant, c'est d'avoir nos structures de formation, nos écoles de formation, quitte à faire venir les professeurs de l'extérieur. Et en cela, le Bénin a mis en place un certain nombre de réformes. Et en particulier, nous voulons développer le téléenseignement, et utiliser les nouveaux moyens numériques, les nouveaux développements du numérique, et que même de l'extérieur, les compétences de l'extérieur puissent former depuis l'extérieur les cadres dans le pays et éviter l'exode de nos jeunes. Et à travers cela, nous développons aussi beaucoup la recherche et l'innovation sur place, c'est-à-dire que l'Africain a tendance à faire de longues études, et devenir des docteurs, des professeurs, nous en avons beaucoup. Mais nous manquons de cadres. De cadres qui, au Bac plus 3, Bac plus 4, vont pouvoir supporter le développement de notre économie. Et c'est vers ça que nous tendons. Leslie Ossété, je voudrais vous voir réagir là-dessus. Donc, très rapidement sur le secteur informel, justement, qui représente une énorme fuite pour l'assiette fiscale des gouvernements africains. La seule manière de ne plus en faire une boîte noire, c'est de la rendre visible. Et c'est là où la technologie joue son jeu. Grâce à des applications, grâce à des logiciels, on peut savoir combien une vendeuse de fruits et légumes dans un marché gagne en termes de chiffre d'affaires. Et vous me posez la question, qu'est-ce que j'ai à dire à ces 2 messieurs qui sont justement du domaine de l'étatique? C'est que pour moi, chaque gouvernement africain devrait aujourd'hui avoir un ministère focalisé sur l'IA. On ne devrait plus avoir le numérique comme un sujet générique. L'IA en lui-même est une... C'est ce qu'on a, nous, de plus en plus, à travers un ministre délégué ou un secrétariat d'État. On va poser la question à Monsieur le ministre. Merci. Non, mais en tout cas, pour ce qui est du Congo, on a un ministère en charge de l'économie numérique, donc qui englobe, c'est vrai, tous ces aspects liés à l'IA. Et le défi de transformation structurelle de l'économie passe d'abord par la digitalisation et donc l'inclusion très forte des technologies numériques pour permettre à l'État d'améliorer la qualité des services publics. Voilà. En ce qui concerne le Bénin, nous avons depuis 1 mois un ministère chargé de l'intelligence artificielle, du numérique et de la digitalisation. Dernière question, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience de l'ensemble des responsables politiques africains sur ce que vous venez de décrire, cette volonté que la valeur ajoutée soit en Afrique, que l'Afrique profite d'abord et elle avant tout de la richesse de son sous-sol? Est-ce que là, il y a un cap qui a été franchi politiquement et stratégiquement? Je pense que vraiment aujourd'hui, c'est le débat qui est sur la table en Afrique. Mais il n'y a pas de réponse encore. Non. Et les décisions ont été prises. Je rappelle juste ce qui s'est passé il y a 2 mois à Brazzaville lors des assemblées annuelles de la BAD, où il y a quasiment l'ensemble des ministres de l'économie, du plan, des finances, de tous les 54 États et d'autres. Il a été décidé clairement par les chefs d'État en janvier 2025 que l'Afrique doit réaliser sa transformation structurelle et notamment bâtir une nouvelle architecture financière pour financer son développement. Ça passe par quoi? Ça passe par la transformation sur place de ces richesses de sous-sol. Ça passe par
le fait de développer son potentiel énergétique et numérique, l'Afrique doit d'abord compter sur ses propres ressources et après faire recours à l'extérieur, comme l'ont fait tous les autres continents qui se sont développés. C'est vraiment une prise de conscience et un plan de développement qui ont... Dans tous les pays africains, vous allez écouter, il y a des plans de développement quinquennaux, des visions stratégiques de développement à moyen terme qui ont pour soubassement la prise en compte de cette donnée qui est de transformer en Afrique les richesses africaines. Merci beaucoup à tous les trois pour vos réponses. Aux avant-postes, c'est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir. Merci beaucoup.